Bonjour Lisa Schiffer. Bonjour. Les femmes ont été à l'honneur cette semaine sur nos ondes et nous allons terminer avec une femme que l'histoire a oubliée, Olympe Audouard, à ne pas confondre avec son homonyme, un révolutionnaire Olympe de Gouges, femme libre, avant-gardiste, journaliste, aventurière. Alors c'est très difficile de la résumer en quelques mots. Alors le mieux tout simplement, c'est de lire votre ouvrage paru le 18 février, Olympe, être femme et féministe au temps de Napoléon III, paru aux éditions Vendémiaire. Qui était Olympe Audouard? Alors, on va se faire quand même plaisir parce que nous sommes sur Radio JM. Elle est née à Marseille en 1832. Oui, tout à fait. Elle est même née rue des Beaux-Arts, 6 rue des Beaux-Arts, à l'angle de la rue d'Aubagne, hein, dans ce quartier assez tragique, mais qui à l'époque l'était moins. Et elle décrit toujours avec enthousiasme et nostalgie la petite place et la statue d'Homère qui lui a peut-être inspiré beaucoup de ses voyages à travers le monde, et La Fontaine qui n'existe plus aussi. Oui, c'est une Marseillaise qui ensuite est partie à Rustrel, enfin son père est parti s'installer à Rustrel, donc dans le Vaucluse, et puis que sa vie d'indépendante a mené à Paris, la capitale. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Olympe au point de vouloir écrire sa biographie? Alors, je la connaissais vaguement, mais très vaguement. Je savais juste que c'était une femme de plume. Et on m'a offert, en fait, les archives secrètes de la police du Second Empire, de la police des mœurs, pardon, du Second Empire et de la Troisième République, dans laquelle j'ai eu la surprise de découvrir Olympe Audouard au milieu des prostituées, des cocottes de l'époque. Ça m'a semblé étrange. Et du coup, j'ai décidé d'enquêter sur elle parce que je ne comprenais pas, je trouvais qu'elle n'était pas à sa place. Et j'ai découvert qu'en fait, une femme indépendante, libre, qui vivait seule et qui gagnait sa vie seule, se retrouvait au rang d'une prostituée, puisque de toute façon, pour une femme de la haute société, puisqu'elle avait épousé son cousin qui était un notaire marseillais, c'était impossible. Il était hors de question d'avoir une vie indépendante telle qu'elle l'a prise elle. Et oui, c'était quelque chose qui choquait. Vous citez Olympe Audouard dans votre ouvrage, vous vous appuyez sur ses journaux de bord, par exemple, pour raconter sa vie. Et c'est vrai qu'au fil des pages, j'ai ressenti ça comme ça, c'est presque Olympe qui se raconte finalement. Tant mieux, parce qu'effectivement, elle a une écriture très spontanée, très vive, qui dénote un peu avec beaucoup d'écrivaines, je trouve, de l'époque. Et elle n'hésite pas à parler d'elle, à parler de son expérience, qui est quand même troublante. Et en fait, elle est venue au combat féministe, justement, par sa propre expérience, simplement parce qu'elle est mal mariée. Comme beaucoup de bourgeoises, des grandes bourgeoises de l'époque, elle épouse un cousin qu'elle ne connaissait pas, dit-elle, 3 semaines auparavant. Elle vit donc sa vie de femme de notaire marseillaise. Elle a un rapport un peu ambivalent d'ailleurs sur les Marseillais. De temps en temps, elle les défend, de temps en temps, elle critique les merluchettes, qu'on pourrait peut-être comparer aux cagoles d'aujourd'hui. Elle est ambivalente là-dessus, mais finalement, elle se rend compte qu'elle n'est pas faite du tout pour vivre avec cet homme qu'elle n'a pas choisi, et elle veut prendre son indépendance. Et c'est là où elle bascule en fait, et elle sort de ce monde bourgeois qui la protégeait, et c'est ainsi qu'elle entre un peu sans le vouloir dans le monde du militantisme dans une forme de marginalité qui lui ouvre l'esprit, en fait, et qui la rend plus empathique au reste du monde, et notamment au sort des femmes. Alors c'est vrai que c'est une femme qui a marqué son époque, c'est une femme qui a compté, pourtant elle est tombée dans l'oubli aujourd'hui. C'est quand même surprenant. C'est très étrange, et c'est aussi une des choses qui m'a donné envie de la sortir de cet oubli totalement injuste, puisqu'effectivement, c'est quelqu'un qui était, quand elle divorce, dès que le divorce est instauré, elle divorce, c'est quand même dans le Figaro, tous ses faits et gestes sont commentés, elle est énormément dessinée par les caricaturistes, elle est très souvent moquée, c'est vraiment un personnage surtout sous le Second Empire, puisqu'elle a créé ses journaux en 1862, Le Papillon, et puis ensuite il y a eu une deuxième salle dans les années 80, mais là, elle commence à avoir moins de succès, à tomber un peu dans l'oubli, aussi parce qu'elle vieillit et que, pour le coup, une femme de plus de 40 ans n'avait encore moins droit à la parole qu'une plus jeune. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment été injustement oublié, je pense, parce que c'était une femme, parce que c'était une féministe, et que quand même le combat du rétablissement du divorce, qui a été son premier combat, était très important. Je pense que c'était une réformiste qui en fait est devenue révolutionnaire sans le vouloir presque. Elle côtoie en plus les plus grands, le préfet Haussmann, Victor Hugo, elle est la maîtresse d'Alexandre Dumas. Voilà, c'est une femme émancipée qui revendique les droits des femmes dans une société très patriarcale. Elle milite pour le divorce, elle a fondé 3 quotidiens.
Ce sont des combats qui résonnent encore aujourd'hui. Tout à fait. Et par exemple, quand on pense au début du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, on pense toujours à George Sand, qui est une femme de plume, mais qui a été beaucoup moins engagée, puisqu'elle a même refusé de se présenter à la députation en 1848. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez étonnant. Donc, Olympe, c'est son combat pour le divorce qui donc avait été instauré avec le mariage civil sous la Révolution, puis supprimé sous la Restauration avec Bonald et les catholiques qui étaient bien évidemment hostiles. Et il sera donc réinstauré par Naquet, Alfred Naquet, le député, qui est d'ailleurs aussi un Vauclusien, qui est un lointain ancêtre de Vidal Naquet, l'historien, qui est aussi un Marseillais, je crois. Donc décidément, la ville de Marseille est au centre de cette histoire. Et donc, il est normal qu'on ait retenu Naquet, mais il est quand même très dommage et très injuste qu'on n'ait pas retenu tous les combats d'Olympe, parce que par exemple dans ces journaux, qui ne sont pas des journaux politiques, puisque sous le Napoléon III, la censure est extrêmement forte, et elle a fait toujours d'ailleurs des petites allusions là-dessus, en disant « Ah, mon jouant sur le thème du papillon et de l'insecte léger, comme la femme qui volette, mais mon papillon pourrait se voir briser les ailes s'il parlait de politique », mais elle arrive toujours à glisser tout de même des petites allusions, et notamment à parler du sort totalement injuste des femmes liées au Code civil de Napoléon Ier. En commençant la biographie, j'ai tout de suite été interpellée. C'est qu'on voit cette femme forte, engagée dans différentes luttes, mais on a l'impression de lire une épopée, car Olympe Audouin, c'était aussi une aventurière. Décidément, elle a plusieurs casquettes. Elle a constaté de ses yeux la conquête de l'Ouest, a failli mourir dans un naufrage entre Alger et Marseille, a affronté une tempête de sable dans le désert avec Abdelkader. C'est une vie épique. Ah, c'est une vie tout à fait épique et qui correspond donc à cette société de révolution industrielle et de développement des transports. Alors, il y a eu pas mal de femmes, hein, d'ailleurs, voyageuses et journalistes, mais plutôt des américaines. Mais Olympe, elle, tout de suite, alors elle dit d'ailleurs que c'est à Marseille. C'est sur le port de Marseille avec son père, qui lui-même avait beaucoup voyagé et qui l'a éduqué de façon assez étonnante parce qu'en en fait, il l'a un peu éduqué comme un garçon et je pense que ça a joué dans sa formation, dans sa construction psychologique et sociale, sans qu'elle s'en soit rendue compte. C'est lui qui lui a donné ce goût du voyage, et donc elle est allée aussi bien effectivement au Far West, où vraiment elle participe à la construction des chemins de fer dans cette région des frontières. Beaucoup aussi en Orient, elle va souvent en Turquie. En Égypte, elle est amie avec Ferdinand de Lesseps, et là aussi les Marseillais ont beaucoup participé et financé une partie de la construction du canal de Suez. Alors elle est très amusante parce qu'elle reçoit Lesseps dans son jardin à Maison Lafitte, et elle raconte qu'ils font des parties de jeu. Enfin, c'est effectivement très vivant, sa façon de transmettre l'histoire, qui elle est sa vie contemporaine, est très amusante aussi parfois. D'autre part, elle a été également lancée, alors ça c'est le paradoxe d'une femme de l'époque, effectivement par des hommes, hein, que ce soit Alexandre Dumas, son amant, Victor Hugo, qui bien évidemment ne résistait pas à une jolie femme, ou Théophile Gautier, qui l'a simplement parrainé en journalisme. Mais donc, c'est forcément, elle ne pouvait s'appuyer que sur des hommes. Mais ce qui est la particularité d'Olympe, c'est qu'elle retourne toujours les choses et qu'elle-même ensuite a engagé beaucoup de journalistes, protégé des journalistes. Donc les hommes, elle se considère comme un être humain à part entière, donc comme un homme, et elle a un rapport d'égalité, elle arrive à instaurer un rapport d'égalité, aussi bien dans l'agressivité quand elle n'est pas d'accord et qu'elle provoque aussi des hommes en duel, ça c'est assez original, que dans l'amitié. Le conflit a titillé, justement. Pardon, le conflit la titillait? À titiller les hommes, justement, à aller chercher un peu du... Oui. Oui, tout à fait. Elle va souvent les provoquer. Elle fait aussi toute une série de portraits où avec des hommes animaliers, avec Crapaudos, l'affreux dragueur. Elle a beaucoup d'humour, et elle dit qu'elle déclare la guerre au sexe barbu. Elle a quand même écrit un livre qui s'appelle Guerre aux hommes. Donc effectivement, elle sait qu'il faut aussi faire preuve d'une certaine provocation pour qu'on la retienne, hein, pour qu'on retienne ses idées, même si ça met énormément de temps, puisqu'elle elle est restée mariée avec son époux qu'elle n'aimait pas pendant plus de 30 ans. Mais dès que la loi Naquet en 1884 a été mise en place, elle a immédiatement divorcé dans les 6 mois qui suivaient.
Justement, pour faire écho à ce que vous dites, je vais retenir la dernière phrase. Alors d'habitude, on ne dévoile pas tout hein, des livres, mais la dernière Bien phrase sûr. des propos d'Olympe à la fin de votre livre. Elle dit: «La vapeur a transformé les femmes en hirondelles, elles ont des ailes et elles s'envolent là où les hommes n'ont point osé aller». Voilà, j'ai beaucoup aimé cette phrase de fin et ça résume bien le personnage et sa mentalité. Tout à fait. Et elle disait d'ailleurs qu'elle voulait vivre une vie et qu'elle a vécu une vie à toute vapeur, ce qui correspond aussi tout à fait à cette moitié de 19e siècle sous Napoléon III avec ses qualités et ses défauts. Alors, je vais rappeler à nos auditeurs que le livre Olympe, être une femme et féministe au temps de Napoléon III est paru aux éditions Vendémiaire. Je vous remercie, Lisa Schiffer. Merci beaucoup. Merci pour Olympe. Et voilà, comme on dit, c'est dans la boîte. Et ben, merci beaucoup en tout cas. Et ben, j'essaierai d'écouter ça donc demain midi, vous me dites. Midi. Voilà, c'est ça. Donc sur notre Et site de toute façon, vous m'envoyez. .fr, D'accord. Et vous. je vous envoie le podcast en WeTransfer. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup et j'étais ravie qu'Olympe ait su vous séduire. J'espère que ce sera le cas pour beaucoup de gens. Écoutez, je vous Merci. remercie. Belle journée. Au Vous revoir. aussi. Au revoir.